Bonjour et bienvenue dans cette 28e vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Aujourd'hui, nous allons continuer notre analyse du dataset du coronavirus en faisant ensemble le pré-traitement des données, ce qu'on appelle en anglais le pre-processing. On dit souvent que cette étape est la plus longue et la plus difficile dans le travail d'un data scientist, mais dans cette vidéo, je vais vous présenter une approche simple, rapide et efficace qui va vous permettre de faire du très bon pre-processing sur n'importe quel dataset et sans vous prendre la tête. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, pour rappel, le pre-processing, c'est l'étape qui consiste à préparer nos données avant de les fournir à la machine pour son apprentissage. Le but est à la fois de mettre nos données dans un format propice au développement de modèles de machine learning, mais également d'avoir le dataset le plus propre possible afin d'améliorer la performance de notre modèle. Pour ça, il existe une tonne d'opérations possibles. On peut encoder nos données, les normaliser, nettoyer les valeurs manquantes, nettoyer les valeurs aberrantes, sélectionner les meilleures variables, créer de nouvelles variables, extraire certaines caractéristiques, bref, il existe beaucoup d'opérations possibles. Et au milieu de tout ça, il est très facile de se perdre. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous présenter une approche qui est à la fois très simple à suivre et très efficace. Cette démarche consiste à mettre de côté toutes les opérations un peu avancées, comme la sélection de variables ou l'extraction de caractéristiques, pour se concentrer uniquement sur le strict minimum, à savoir les opérations qui vont nous permettre de remplir l'objectif 1. Mettre les données dans un format propice au machine learning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se contenter de faire 3 choses. Créer un train set et un test set, encoder nos variables et nettoyer les valeurs manquantes. Voilà, c'est tout. Basta. Ensuite, avant même de commencer à faire de la sélection de variables, de la normalisation ou de la génération de polynômes, on va créer un premier modèle de machine learning. Aussi simple soit-il, on va créer un modèle de machine learning, on va l'évaluer et on va en faire le diagnostic. À partir de là, on va pouvoir tenter d'améliorer la performance de notre modèle avec les différentes opérations de pre-processing que j'ai mentionnées. Par exemple, si le modèle est en overfitting, alors on va essayer de faire de la sélection de variables pour améliorer la performance de ce modèle. Autrement dit, la démarche de travail que je vous conseille de suivre est extrêmement pragmatique. On commence par faire le strict minimum, à savoir train test, encodage et élimination des valeurs manquantes. On développe un modèle extrêmement basique, par exemple un arbre de décision, et à partir de là, on est dans une boucle itérative dans laquelle on part d'une idée, on l'implémente et on l'évalue. Idée, code, évaluation. Idée, code, évaluation. Et en faisant ça, pas à pas, on arrive à avoir un code assez robuste de pre-processing. Bon, je pense que vous avez bien compris l'idée, donc maintenant, on passe à la pratique. Donc, suite à la dernière vidéo, on avait effectué un certain nombre de modifications sur notre data frame DF. Mais rappelez-vous, ce data frame n'était que la copie du data frame originel, celui qui stockait réellement nos données, le data frame data, avec lequel on avait chargé nos données. Donc, en général, quand on a fini de faire l'exploration de nos données sur cette copie avec laquelle on a pu jouer et un petit peu explorer, ce qu'on fait, c'est qu'on refait une copie du data frame data. Comme ça, on peut repartir sur des bases pures, solides. Donc, c'est parti pour la suite de notre projet. On recrée une copie de notre data frame data. En général, on lui donne un autre nom, comme ça le data frame qui a servi au pre-processing est toujours disponible et on peut continuer à observer certaines choses dessus. Mais bon, pour cette vidéo, on va tout simplement garder le nom DF. Ça simplifie un petit peu les choses. Donc, à l'heure actuelle, ce data frame est exactement comme celui qu'on avait au tout début de la vidéo 27, c'est-à-dire qu'il contient 111 colonnes, beaucoup de colonnes inutiles, comme la colonne Patient ID. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est de sélectionner d'office les variables qu'on avait pu identifier comme réellement utiles dans la vidéo 27, la vidéo précédente. Concrètement, ça veut dire qu'on va recréer les sous-ensembles qu'on avait pu identifier, donc en utilisant par exemple une variable missing rate qui nous donne les différents taux de valeurs manquantes
pour chaque variable, à partir de laquelle on va tout simplement copier-coller le code qu'on avait pu écrire la dernière fois, donc pour filtrer les colonnes de type 100 et les colonnes de type viral. Et on va également créer une liste de colonnes importantes qui sont l'âge et bien sûr notre target. Grâce à ces trois sous-ensembles, eh bien, on va filtrer notre data frame df en disant que df est égal à la liste key columns plus blood columns plus viral columns, ce qui nous donne le résultat suivant. Autrement dit, on se retrouve avec les 33 colonnes qu'on avait identifiées la dernière fois, colonnes assez utiles, et on repart sur des bases saines sur lesquelles on va maintenant pouvoir faire le pre-processing. Donc, pour commencer, on va importer depuis le module Model Selection de scikit-learn la fonction train_test_split. Cette fonction va nous être utile pour créer un train set et un test set. Donc on écrit ces deux choses avec train_test_split dans lequel on fait passer df, puis on va faire passer un test size qui va peut-être être égal à, disons, 0,2 parce qu'on a quand même pas mal de données, donc je pense que 20% dans le test set, c'est pas mal. 20% de 5000, c'est déjà pas mal. Et on va fixer notre aléatoire avec random state égale 0. Donc là, vous êtes peut-être en train de découvrir la fonction train_test_split sous un nouvel angle. Parce qu'en général, on y fait passer un x et un y, et on écrit xtrain, xtest, ytrain, ytest. Mais la fonction train_test_split, on peut aussi s'en servir pour découper tout simplement en deux un data frame df en un train set et un test set, de façon complètement aléatoire, avec un random state et un test size que l'on définit. Et bien sûr, si vous ne voulez pas avoir d'erreur, n'oubliez pas de mettre un petit underscore que j'ai oublié ici. Donc, à ce stade, on va voir à quoi ressemble notre train set et notre test set. En fait, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la variable clé. Donc, on va vérifier le nombre de valeurs que l'on a eu aléatoirement dans les deux parties. Donc on fait trainset.valueCounts et on va voir qu'on obtient donc dans notre trainset 4000 cas négatifs et 400 cas positifs, donc ça correspond bien à 10%. Et si on fait la même chose pour notre test set, très important de vérifier ça, hein, juste pour être sûr qu'on garde des bonnes proportions, alors on voit que dans notre test set, on aura 1000 valeurs négatives et 1000 cas positives. Bien, maintenant qu'on a créé un train set et un test set, on va pouvoir passer au nettoyage. Bien sûr, le test set, on le met de côté et on n'y touche jamais. On n'a pas le droit de voir ce qu'il y a dedans. On n'a pas le droit de le manipuler à notre avantage. Non, il reste de côté et ce sont nos données futures. Donc, passons à l'encodage. Durant l'analyse de la dernière vidéo, on a pu voir en examinant les variables qualitatives, c'est-à-dire toutes les variables de type objects, qu'on avait en fait 4 grandes catégories. La catégorie négative, positive et detected, not detected. Donc pour effectuer notre encodage, on va commencer par créer un dictionnaire qui va relier les catégories positives, négatives à des nombres, 0, 1, etc. Donc on va créer un dictionnaire positive associé à 1, en général positif c'est 1, négative c'est 0, detected c'est 1, et on avait également un not detected qui va donc être associé à 0. Maintenant, avec ce dictionnaire, on va utiliser la fonction map de Panda pour appliquer cette fonction à toutes les colonnes que l'on va rencontrer, toutes les colonnes de type object. Donc, on écrit une boucle for, column in df.select dtypes, toutes les colonnes donc de type object. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va dire que df de cette colonne est égal à df de la colonne point map code. Donc, on va appliquer cette fonction ou ce dictionnaire à tous les éléments de chaque colonne que l'on rencontre dans les colonnes de type object. En exécutant ce code, il est possible qu'on ait un petit message d'avertissement. Ne vous en faites pas, c'est juste une petite note à notre attention qui nous dit il vaut mieux utiliser .lock, etc. Vous en faites pas. À ce stade, donc, si on observe df,
on va voir que toutes les variables qualitatives sont remplacées. C'est super. Donc, si on fait df.dtype.valueCounts, voilà, on voit qu'il n'y a plus de variable de type object dans notre dataset. Encodage terminé. Maintenant, pour faire les choses proprement, on va copier-coller dans une fonction encodage, ce qui va nous permettre par la suite de traiter aussi bien notre train set et notre test set avec cette fonction. Ça va être beaucoup plus rapide. Donc maintenant, de la même manière, on va donc créer une fonction imputation pour éliminer nos variables manquantes, dans laquelle on va faire passer un data frame, que ce soit le train set ou le test set. Et dans cette fonction, ce qu'on va faire pour le moment, la chose la plus simple qu'il puisse y avoir, c'est de simplement retourner drop NA. Voilà, on va écrire df.drop NA sur l'axe 0. Aussi simple que ça. On compile notre fonction, et pour finir, on va donc créer une fonction preprocessing, dans laquelle on va dire que df est égal à encodage de df, donc on va faire l'encodage. Ensuite, on va dire que df est égal à imputation de df, voilà, on va faire l'imputation, et on va finir cette fonction en créant le x et le y dont on a besoin pour faire du preprocessing. Donc, on aura à la fois le xtrain lorsqu'on fera passer le train set ici, et le xtest lorsqu'on fera passer le test set dans cette fonction. Donc on va faire quoi? On va dire que x est égal à df.drop de la colonne SARS-CoV-2, en précisant donc que c'est sur l'axe 1 qu'on veut éliminer SARS-CoV-2 résulte, donc toute la colonne. Et on va dire que y, c'est égal à df de SARS-CoV-2 résulte. Pour finir, on retourne x et y. Et voilà, on a notre fonction de preprocessing qui est complétée. À présent, on va donc faire passer notre train set et notre test set dans cette fonction. On écrit donc que xtrain et ytrain est égal à preprocessing du train set, comme ceci. Et on a le même message que tout à l'heure qui nous indique .lock, etc. Ce qu'on pourrait faire d'ailleurs, ça serait d'imprimer un petit rapport nous indiquant la taille de y, enfin la taille, le nombre de cas positifs et négatifs que l'on retrouve dans y après avoir effectué l'imputation, puisqu'il sera nécessairement différent des valeurs qu'on avait ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on écrit y.valueCounts. Et donc, on voit que dans notre train set, on aura 258 cas négatifs et 38 cas positifs pour entraîner notre modèle. Et si on observe ça sur le test set, qu'on aura 50 cas négatifs et 12 cas positifs pour évaluer notre modèle. Donc ça y est, à ce stade, on a fait la version la plus simple, la plus basique possible de notre preprocessing. Là, notre dataset est prêt, on peut entraîner un modèle. Donc c'est ce qu'on va faire. On va créer un modèle. Moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est de créer un arbre de décision, parce que ce sont des modèles extrêmement rapides et extrêmement faciles à comprendre. Donc ça va être très utile pour diagnostiquer le modèle, comprendre quelles sont les variables importantes et ce genre de choses. Donc on entre ici dans la partie modélisation, dans laquelle je vais importer depuis le module tree de scikit-learn l'estimator Decision Tree Classifier. Avec ça, je crée donc un modèle d'arbre de décision dans lequel je vais immédiatement fixer le générateur aléatoire sur 0. Ça, c'est très important pour avoir une répétabilité dans nos résultats et ainsi évaluer les différentes décisions qu'on va prendre, les idées qu'on va avoir dans ce cycle itératif que je vous ai présenté de façon cohérente. On est sûr à chaque fois que les idées seront évaluées de la même manière. Et puisqu'on parle d'évaluation, il est maintenant temps de créer une procédure d'évaluation qui soit robuste, claire et informative. Dans cette procédure, on va utiliser la métrique F1, parce que c'est une très bonne métrique pour avoir un bon aperçu entre le rapport de la précision et de la sensibilité, ou bien la précision et le recall, comme on appelle ça en anglais. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo 26, la précision et le recall, ce sont des métriques qui nous permettent de mesurer les proportions d'erreurs de type 1 et d'erreurs de type 2
dans notre dataset, c'est-à-dire les proportions de faux positifs et de faux négatifs que notre modèle effectue. Donc, depuis scikit-learn.metrics, on va importer le score F1, et on va également importer, et on va également importer des matrices de confusion pour voir ces rapports entre faux positifs et faux négatifs dont je vous ai parlé. Et ça, c'est une petite astuce. On va importer un rapport de classification. Ça, c'est un super outil qui va nous faire un bilan du recall, de la précision, du score F1 et même de l'exactitude. Vous savez, ce qu'on appelle accuracy. Enfin bref, vous allez voir, ce truc est vraiment très très cool. Ensuite, on va également importer depuis le module Model Selection la fonction Learning Curve de scikit-learn. Parce que ça va nous être utile pour comprendre si notre modèle est en overfitting ou bien en underfitting. Et à partir de là, on va pouvoir prendre des décisions et se dire, tiens, on va peut-être essayer de faire de la sélection de variables. Ou bien on va peut-être essayer de créer des polynômes. Et ce genre de choses. Ça, c'est ce qui va nous être utile, vraiment, pour prendre ce genre de décision. Donc, à partir de là, on va donc créer une fonction évaluation, dans laquelle on va faire passer notre modèle. Dans cette fonction, on va commencer par entraîner le modèle sur les données xtrain, ytrain. Ensuite, on va calculer les prédictions de notre modèle sur le test set. Et on va afficher à l'écran notre matrice de confusion entre ytest et nos prédictions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va également afficher à l'écran notre classification report entre ytest et nos prédictions. Voyons voir déjà si notre code fonctionne avec ceci. Donc si on fait évaluation de notre modèle, oui, il n'y a pas d'erreur. Sur 54 cas négatifs dans notre test set, on a pu identifier correctement 52 personnes en leur disant vous n'êtes pas positif, voilà, vous êtes négatif. Et on a fait 2 erreurs, donc 2 personnes qui étaient censées être négatives, on a dit ah, on va vous mettre à l'hôpital parce qu'il semblerait que vous soyez contaminé. Ça nous donne donc une précision de 84% et un recall de 96% pour les gens négatifs. Et nous, ce qui nous intéresse plus, ce sont les cas positifs, donc les cas où y est égal à 1. Et je vous rappelle qu'il y avait 12 cas, c'est ce qu'on avait pu voir ici. Donc ytest compte 12 cas positifs, c'est ce qu'on retrouve ici. Et bien là, on peut voir que donc on a correctement identifié 2 cas positifs avec notre modèle, et on a incorrectement rejeté 10 personnes. Donc parmi les 12 individus qui étaient porteurs, enfin en tout cas qui sont normalement positifs au virus, d'après le dataset, on a pu en identifier seulement 2. Ce qui nous donne un recall de 17%. En gros, ça veut dire que on a seulement identifié 17% des cas positifs au coronavirus, avec ce modèle de machine learning. Pas terrible, vraiment pas terrible. Mais c'est qu'un premier modèle. On l'a créé en quelques minutes à peine, on n'a fait aucun pre-processing si ce n'est les opérations de base, et maintenant, on va rajouter dans cette fonction d'évaluation des learning curves pour comprendre si notre modèle est en underfitting ou en overfitting. Donc si vous avez besoin d'un petit rappel sur les learning curves, on avait vu ça dans la vidéo 21/30. Pour les utiliser, il faut donc créer 3 variables, une variable n, une variable train score et une variable val score pour notre score de validation. Ces variables sont donc le résultat de notre fonction learning curve qui utilise la validation croisée, la cross validation, pour entraîner et évaluer notre modèle défini ici sur plusieurs splits de notre dataset. Donc on indique que la variable modèle qui est ici doit être entraînée sur le xtrain et le ytrain avec une cross validation par exemple égale à 4 en découpant le train size en allant de 0, par exemple 0,1 à 1. Donc pour ça on peut faire ce pourcentage avec linspace de NumPy, dans lequel on va dire que c'est linspace de 0,1
à 1, en prenant par exemple 10 découpes. Et pour finir dans tout ça, on va rajouter un scoring qui va être égal au score F1. Puisque, comme je vous le disais, le score F1, c'est un très bon rapport entre la précision et le recall, et ça nous permet de comprendre si notre modèle arrive à la fois à bien identifier les cas positifs et bien identifier les cas négatifs. Donc une fois qu'on a calculé les différents scores avec cette learning curve, qui vont donc être dans le train score et le validation score, ce qu'il faut faire, c'est visualiser tout ça dans un graphique Matplotlib. Donc on va commencer par créer une figure, ensuite on va afficher avec une courbe plot l'évolution du train score en fonction de n, c'est-à-dire en fonction du nombre d'échantillons qui ont servi pour l'entraînement du modèle. Donc pour ça on fait train score point mean, puisqu'il faut prendre la moyenne de tous les résultats pour une cross-validation, donc la moyenne sur l'axe 1. Alors ça, si vous voulez comprendre pourquoi, il faut un petit peu examiner les shapes de votre train score, et également revoir la vidéo 21 sur 30 que j'avais fait sur la sélection de modèles. Et on va copier cette ligne et la coller en dessous pour faire exactement la même chose sur le val score. Et à présent, si on exécute cette cellule et qu'on réexécute notre code, voilà, on obtient les courbes d'apprentissage pour notre modèle en cours. Et là, on peut commencer à faire le diagnostic de notre modèle. Donc là, que voit-on? Eh bien, on voit tout de suite que notre modèle est en overfitting. Pourquoi? Eh bien, parce que le modèle a un score de 100% sur les données du train set, donc il a parfaitement appris sa leçon, il est OK sur le train set. Par contre, il est incapable de généraliser sur de nouveaux cas. Quand on lui montre des données du validation score, du validation set, donc des données qu'il n'a pas vues durant son entraînement, eh bien, on obtient voilà, une performance F1, je vous rappelle que c'est le score F1 qui est observé ici, eh bien, on obtient une performance beaucoup moins bonne. Voilà. Au mieux, on obtient 50%, ce qui est déjà très bon, mais ce grand écart nous indique que le modèle est en overfitting. À partir de là, on peut donc essayer de modifier notre dataset pour lutter contre cet overfitting. Par exemple, on peut commencer par fournir plus de données à la machine. C'est en général quelque chose qui fonctionne très bien contre l'overfitting. De plus, ici, on dirait qu'on est en train de monter progressivement. Plus on a de données, plus le score sur le validation augmente. Donc, allons-y, au lieu d'utiliser un drop NA, ce qui nous donne vraiment très peu de données sur l'apprentissage et le test, eh bien, on va modifier cette fonction imputation avec autre chose. Et c'est là qu'on commence à faire du pre-processing de façon intelligente. C'est la démarche dont je vous parlais. On commence avec le pre-processing le plus basique possible et on teste des idées au fur et à mesure pour améliorer la performance du modèle. C'est comme ça qu'on fait du pre-processing. Donc, à la place d'utiliser drop NA, ce qu'on pourrait faire, ça serait d'utiliser un fill NA. Donc de remplir toutes les valeurs manquantes de notre dataset, toutes ces données-là, avec une valeur extrême. Par exemple, un moins 999. Donc là, on voit tout de suite qu'on obtient toutes les données, et voilà, aucune donnée n'a été éliminée. Donc on a beaucoup plus de valeurs. Et si on entraîne notre arbre de décision là-dessus, donc on ne change rien de toutes ces cellules, tout ce qu'on fait, c'est qu'on réexécute notre évaluation. Et bien là, on voit que le score est nettement moins bon. Le score est nettement moins bon. Déjà, pour commencer, on avait tout à l'heure un train score à 100%, et maintenant il diminue. Il est plus qu'à 30%. C'est très mauvais. Et pour le validation score, c'est encore pire. Donc, on n'a même pas besoin de regarder notre matrice de confusion, tout le reste. On sait d'office que c'est pas une bonne chose. Donc, avoir plus de données pourrait nous aider, c'est indéniable, mais on ne peut pas faire ça en se contentant d'un fill NA-999. Ça marche pas. Alors, à ce stade, on pourrait tenter autre chose. On pourrait se dire qu'on laisse le fill NA, mais qu'on rajoute une variable qui nous indique la présence de valeurs manquantes. Vous vous rappelez de Missing Indicator de Scikit-learn, qu'on avait vu dans la vidéo sur les imputers?
Eh bien, c'est exactement ça. Alors, bien sûr, c'est pas dit que ça marche. Si ça se trouve, ça va pas marcher. Mais on a une formule ici qui nous permet d'évaluer nos idées. Bah, allons-y. Générons des idées, mettons ces idées en place et évaluons-les. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est parti. Dans notre fonction imputation, en même temps que l'on impute nos données, ce qu'on pourrait faire, ça serait de créer par exemple une variable isNA qui est égale à une de nos variables, par exemple cette variable au hasard, parce que ça a l'air d'être une variable dans laquelle il manque des données, donc on va faire. Donc on va prendre cette variable et on va dire si en effet c'est une variable manquante. Mais il n'y a pas que ce genre de variable qui nous donne des données manquantes, il y a également les variables de type 100, donc on va par exemple prendre le cosite avec cette variable qui est également isNA, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser un OR. Voilà, donc si l'un ou l'autre est manquant, alors on va indiquer que isNA, voilà, on va mettre un true dans isNA. Je suis pas sûr que ça fonctionne avec un OR, mais on va tester, on va voir si ça ne nous retourne pas d'erreur. Et apparemment ça nous retourne une erreur, oui. Avec le any ou le all, le OR ne fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le ou classique, celui qu'on utilise normalement en C, en C++, ce genre de langage. Et donc, cette fois-ci, ça a bien fonctionné. On réévalue notre modèle. Et non, clairement, alors ça a un peu mieux fonctionné, mais non, c'est toujours pas ça. Donc clairement, le fill NA, voilà, on le voit, hein, ça nous donne pas des bons résultats. Donc clairement, le fill NA, même couplé à une histoire de missing indicator, ça ne fonctionne pas. Donc on va laisser tomber cette idée. À présent, on va explorer un autre type d'idée qui peut nous permettre de lutter contre l'overfitting. Et cette idée, c'est la sélection de variables. Donc pour commencer, on va enlever nos deux idées de fill NA. On va redire que df est égal à df.dropNA sur l'axe 0. On va recréer notre train set et notre test set. Et on va réentraîner notre modèle. Et à partir de ce modèle, on va utiliser l'attribut feature importance qui nous dit quelles sont les variables les plus importantes dans la découpe de l'arbre de décision. Regardez, je vous montre tout de suite. On écrit model.featureImportance. Ça nous retourne un tableau un petit peu difficile à lire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce tableau, on va l'injecter dans un data frame Panda, dans lequel, pour chaque valeur, on aura la colonne associée. Donc, on écrit pd.dataframe avec ces valeurs. Et en index, on va prendre les colonnes de notre train set. Donc on fait xtrain, qui a un data frame Panda également. Donc on peut écrire xtrain.columns. Et ça nous donne le tableau suivant. Très intéressant. Et ce qu'on va faire maintenant, encore mieux, c'est qu'on va visualiser ce tableau avec un graphique bar. Donc on fait .plot.bar. Et bim, on se retrouve avec un graphique qui nous montre où sont les variables les plus importantes pour notre arbre de décision. Pour le faire un peu plus grand, on n'hésite pas à mettre un fix size avec par exemple 12,8, donc c'est un petit peu plus lisible. Et là, on se rend compte de quelque chose de très intéressant, c'est que pour notre modèle, ce sont les variables de type 100 les plus importantes. Et ce ne sont pas vraiment les variables de virus. Mais en fin de compte, c'est pas si surprenant. Parce que quand on avait fait l'analyse target variable dans la vidéo précédente, target blood, on avait vu que, par exemple, les platelets étaient clairement significatifs d'une différence entre les cas positifs et les cas négatifs. Et de la même manière pour, par exemple, les leucocytes. Et qu'est-ce qu'on observe ici? Eh bien, que les leucocytes explosent complètement le plafond, voilà. Les platelets également. Ensuite, on a red blood cell. Et le reste, voilà, c'est intermédiaire. Mais toutes les données liées au virus, ça l'est pas tellement. Donc, à partir de ce graphique, on peut faire deux choses. La première, c'est de définir un seuil, un threshold,
en dessous duquel les variables ne sont pas sélectionnées. Par exemple, on pourrait choisir un seuil égal à voilà, 0,01, et toutes les variables qui sont en dessous de ce seuil, c'est-à-dire en dessous de là où j'ai la souris, toutes ces variables, elles partent à la poubelle. Ça, c'est une première possibilité. Maintenant, une autre possibilité, c'est de se rendre compte que, en fait, la majorité des variables qui n'ont aucune importance sont les données virales. Donc, pourquoi est-ce qu'on supprimerait tout simplement pas ces données? Ça pourrait être intéressant. Et ça pourrait être d'autant plus intéressant que lorsqu'on revisite le graphique des valeurs manquantes qu'on avait tracé dans la dernière vidéo, on s'était rendu compte que entre les données de type 100 et les données de type virus ou maladie, les valeurs manquantes ne sont pas très bien alignées. Donc si on fait un drop NA sur tout le dataset, on perd énormément de valeurs. En revanche, si on fait un drop NA uniquement sur les variables de type 100, puisqu'on ne s'occupe pas des variables de type viral, bah peut-être qu'on aura plus de données avec lesquelles travailler. Et qui dit plus de données, dit une potentielle augmentation de notre validation score. Donc c'est parti, on va tester ces différentes idées, en commençant par exemple par éliminer toutes les variables de type viral. Donc ce qu'on pourrait faire, ça serait revenir au tout début, là où on avait fait la création des sous-ensembles au début de notre analyse, et d'enlever momentanément le sous-ensemble viral columns. On se retrouve donc avec key columns, blood columns, on recrée notre data frame, on recrée un train set et un test set, donc on découpe aléatoirement, mais toujours en gardant le même random state, c'est très important pour la reproductibilité, je crois qu'on dit comme ça en français. Et donc, si on exécute notre pre-processing, déjà, voyons ce qui se passe sur les données disponibles, eh bien on voit qu'on a plus de données. Pourquoi? Parce qu'au moment de faire le drop NA, on a fait ce drop NA uniquement avec les données de 100, c'est-à-dire que toutes les variables qu'on a ici n'ont pas joué de rôle lors de l'élimination des variables, ce sont seulement ces variables-là. Et donc, à partir de ce train set et de ce test set, qui est juste en dessous, si on réentraîne notre modèle, eh bien, on se rend compte que on n'a pas réussi à améliorer la situation. On a toujours un problème d'overfitting qu'il faut résoudre, mais ne perdez pas espoir, parce qu'on est sur le chemin de la réussite. On teste simplement les idées les unes après les autres. Donc, l'idée suivante, c'est d'utiliser un modèle régularisé, ou un modèle qui lutte contre l'overfitting. Et un très bon exemple, c'est la random forest. Donc, au lieu d'utiliser un arbre de décision, on pourrait immédiatement utiliser, depuis le module ensemble de scikit-learn, le classifier random forest. On va donc remplacer ça par une random forest. À ce stade, on n'est pas en train de régler les paramètres de nos modèles, ça on le fera dans la prochaine vidéo. Là, on essaye de régler notre dataset pour qu'il nous donne de bons résultats sur un modèle, on va dire un modèle bidon, façon de parler. Donc, on revient tout en haut, on remet les données virales dans notre dataset, on réentraîne notre modèle, cette fois-ci d'ailleurs c'est le modèle de random forest, et on rejette un petit coup d'œil à notre graphique. L'autre idée qu'on avait donc, c'était de définir un seuil de threshold. Mais maintenant que je regarde ce graphique, je me rappelle de quelque chose qu'on avait vu dans la dernière vidéo. C'était que lorsqu'on avait créé une variable est malade, qui considérait si n'importe quel patient était malade ou testé positif parmi les autres maladies, on voyait qu'on avait certaines différences assez significatives dans les tests sanguins, par exemple sur les lymphocytes. Chose que l'on ne détectait pas forcément sur les gens atteints du coronavirus. Donc, il serait possible que, en créant une variable est malade, comme ce qu'on avait pu faire dans l'exploration de données, on atteigne de meilleures performances sur notre modèle de machine learning. C'était ça l'intérêt de faire l'exploration de nos données et tester différentes idées. Donc, dans notre chaîne de pre-processing, on va rajouter une fonction qu'on va appeler Feature Engineering, puisque c'est comme ça que ça s'appelle créer des variables à partir des variables déjà existantes, dans laquelle donc on va dire que on crée une variable df est malade.
Encore une fois, ça ne veut pas dire que le patient est réellement malade, ça veut juste dire que l'individu est testé positif à une autre maladie. Mais bon, pour simplifier les choses, on va dire est malade. Et donc, DF est malade, c'est égal à DF de viral columns, donc toutes les colonnes dans lesquelles il y a un virus, dont on fait la somme sur l'axe 1, et dont on vérifie si la somme est supérieure ou égale à 1. Voilà, il suffit que la personne ait au moins une maladie. Voilà, donc une fois qu'on a créé ça, ce qu'on fait, c'est qu'on return df. Et du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est en même temps éliminer toutes les variables virales, à l'exception de cette variable est malade, puisqu'on a juste l'information qu'une personne a été contaminée, donc toutes ces variables qui, pour l'arbre de décision ou la forêt de décision, n'ont pas vraiment d'importance, toutes ces variables sont quand même combinées en une seule variable, en tout cas l'information clé. Donc on va dire que df est égal à df.drop de toutes les colonnes viral columns, en précisant l'axe, donc axe égale 1. Ensuite, cette fonction feature engineering, on va la rajouter avant l'imputation, évidemment. On exécute ça. On refait notre pre-processing, donc on a à nouveau plus de variables dans notre train set et dans notre test set, évidemment. On évalue notre modèle et on constate que non, la performance ne s'améliore toujours pas. On est sur une pente ascendante, mais elle est moins bonne que ce qu'on avait au tout début, avec notre arbre de décision sur un dataset tout petit. Cependant, ne perdez pas espoir, on est sur la bonne voie. On teste simplement des idées, et c'est normal de ne pas y arriver du premier coup. Et c'est même un bon signe. Maintenant, en jetant un coup d'œil à notre graphique, on se rend compte que oui, il y a toujours énormément de variables qui ne jouent pas une très grande importance. Il y en a beaucoup qui sont en dessous des 5%. Donc bon, on pourrait tenter de définir un seuil avec, par exemple, le selector select from model qu'on avait vu dans la vidéo 23/30 sur la sélection de variables. Mais ce qu'on pourrait aussi faire, ça serait d'utiliser le selector select k best qui utilise un test statistique pour faire sa sélection. Par exemple, on pourrait essayer un test de ANOVA. Ça pourrait être pas mal. Donc pour ça, dans notre partie modélisation, on va créer une pipeline. Ça va nous permettre de faire ce select k best en étant cohérent entre le train set et le test set. Donc, on va commencer par importer depuis scikit-learn.pipeline la fonction makePipeline. Ensuite, on va aussi importer depuis scikit-learn.featureSelection la classe, enfin le transformer qui s'appelle donc selectKbest, comme ceci. À partir de là, notre modèle, on va le transformer en modèle de pipeline, dans lequel on va commencer par faire un selectKbest, dans lequel, comme je vous disais, on va utiliser un test de ANOVA. Le test de ANOVA, on le trouve dans Feature Selection en tant que F classif. Donc, on va baser notre KBest sur F classif en, par exemple, choisissant un nombre de features à sélectionner égal à K, égal à 10. Donc, on va prendre les 10 meilleures variables, celles qui ont les liens les plus forts en test de ANOVA, entre notre target et nos variables, xtrain. On a défini notre modèle, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer ce modèle. Cette fois-ci, on croise les doigts, et là, on commence à faire des progrès. Parce que, certes, notre recall est toujours assez faible, le recall sur la classe 1 nous dit que seulement 30% des gens qui sont positifs ont été détectés en tant que positifs, donc ça reste peu, ça fait 5 personnes parmi 16, c'est pas terrible. Mais là, on voit qu'on est sur une courbe ascendante, encore une fois, c'est pas mal. Peut-être qu'il faudrait jouer avec 2-3 variables, 2-3 valeurs de K, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on dirait qu'il nous faut encore moins de variables, donc on va en essayer avec 5. Ça paraît surprenant, mais on va essayer, littéralement, puisque c'est le principe du machine learning. Essayer. Et ouais, clairement, là, on commence à avoir des bons résultats. C'est curieux, hein, mais avec simplement... On est parti d'un dataset dans lequel il y avait 111 variables, et là, on travaille simplement avec 5 variables. Pourtant, on arrive à faire 44%
de bonnes réponses. Alors certes, c'est simplement sur 16 individus, donc ça ne nous permet pas de faire une bonne estimation générale de la performance à l'avenir. Mais c'est déjà pas mal d'avoir un recall de 44%, un score F1 qui, ça y est, atteint les 50%, c'est déjà bien ça, et on voit que là ça monte, donc on va continuer, on va encore diviser par 2, alors si on divise par 2, je pense pas que ça va nous amener très loin, mais on y va, on divise par 2. C'est aussi une technique, ça, toujours diviser par 2, et puis si ça, tant que ça diminue, vous divisez par 2. Si maintenant, voilà, là on n'est pas bon, donc on va réaugmenter. Donc 2 features, c'est clairement pas suffisant. D'ailleurs, on voit que notre modèle là commence à souffrir sur le train set. Donc on va passer à 3 variables. Et ça nous donne... Ouais, ça nous donne quelque chose de moins bon qu'avec les 5. Donc on va continuer, on va passer à 4. Alors pour aller plus vite, on pourrait écrire une boucle for, mais ici je le fais pas, je fais juste ça manuellement. Donc voilà, 4, ça augmente. 4, ça augmente même beaucoup, waouh. On atteint presque les... Waouh, attendez. On atteint presque les 60% de score F1 sur le validation score. Ça, c'est beaucoup. Franchement, ça, c'est beaucoup. Du coup, on va revenir à 5 ou 4, ce genre de choses. Et pour finir, ce qu'on pourrait tenter de faire, ça, c'est une technique assez ultime, on va dire. Non, c'est pas une technique ultime, mais c'est une technique qui fonctionne assez bien. C'est de faire une expansion polynomiale. Donc on va utiliser polynomial features pour créer plein de variables, suivi d'un PCA ou d'un select k-best. Par exemple, on peut tenter de faire un polynomial features avec un degré égal à 2, ce qui va avoir pour effet d'élever chaque variable au carré et de multiplier également chaque variable avec ses différentes voisines. Ensuite, pour filtrer tout ça, on va garder simplement les 10 meilleures variables, celles qui ont le score ANOVA le plus élevé. Et si on entraîne ce modèle, alors on voit qu'on est vraiment sur la bonne piste, ce qui laisse à dire que en intégrant tout ça dans notre boucle de pre-processing et en optimisant tout ça dans la prochaine vidéo avec un grid search CV, alors on devrait obtenir de bons résultats. Donc voilà, pour conclure avec cette vidéo, ce que je voulais vous montrer, c'était une démarche de travail dans laquelle on peut tester nos différentes idées de pre-processing. Alors vous pourriez vous dire, ouais mais on n'a pas fait grand chose, on n'a pas fait d'extraction de caractéristiques, on n'a pas fait de normalisation. Alors oui, par exemple, la normalisation, on ne l'a pas faite. Pourquoi? Parce que à ce stade, ce n'était pas nécessaire, vu qu'on développait des modèles basés sur des arbres. Et les arbres ne nécessitent pas de faire de normalisation. Mais ce que vous aurez remarqué, sans doute, c'est que le travail qu'on a fait a été guidé par des justifications. À aucun moment on a commencé à écrire un pavé de pre-processing. En fait, nos fonctions de pre-processing ont été très petites. On a juste fait un peu d'encodage, très basique, un peu de feature engineering, très basique, qui était basé sur ce qu'on avait pu découvrir dans la dernière vidéo, une imputation assez basique, mais dans laquelle on a testé différentes idées, et chaque idée a été, comme je viens de le dire, testée. On a justifié l'idée de base en se disant, tiens, on a un problème, voici une possibilité pour le résoudre. On a testé cette possibilité, et on l'a soit acceptée, soit rejetée, à chaque fois. Et vous pourriez vous dire qu'on n'a pas fait grand-chose, mais on a fait énormément de choses. Parce qu'on a rejeté énormément d'idées. Mais ça, c'est important. Parce qu'il y a énormément de codes, par exemple, que vous pouvez trouver sur Kaggle, dans lesquels on écrit des pavés énormes de pre-processing, sans avoir la moindre idée du résultat que ça va nous donner. Mais ça, c'est pas intelligent. Ce qui est intelligent, c'est de fonctionner étape par étape, et c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc, c'est la chose la plus importante que vous devez retenir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de pre-processing sur le dataset du coronavirus. Vous pouvez accéder au code que j'ai écrit dans la vidéo sur mon GitHub, le lien est dans la description. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires ou bien à vous rendre sur notre Discord, le lien est également dans la vidéo. Pour finir, j'aimerais remercier tous les gens qui me soutiennent sur Tipeee, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait chaud au cœur. Et au passage, j'en profite pour vous dire que le bonus de ce mois arrive très bientôt, vous en faites pas pour ça. Et voilà, merci de vous abonner, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.